Ouais, des porte-containers, ce genre de truc. C'est ça, on pense à des barils de pétrole, à des tonnes de minéraux ou, je sais pas, des rendements agricoles ultra calibrés. Bref, des choses qu'on peut peser, emballer et facturer à la douane avec une précision vraiment mathématique. Et pour cause, en fait. L'économie mondiale, elle est structurée autour de ce qui est tangible. Les marchés financiers ont besoin de données binaires et prévisibles pour fonctionner correctement. Absolument. Mais la question philosophique qui se pose aujourd'hui, c'est d'observer ce qui se passe quand la matière première la plus précieuse d'une nation défie totalement cette logique comptable. Pour notre analyse d'aujourd'hui, on plonge dans une date très spécifique, le 17 avril 2026. Une date clé. Ouais. À travers une compilation d'articles publiés ce jour-là par le média sénégalais wisport.com, on a sous les yeux un instantané juste fascinant du paysage sportif du Sénégal. Et la mission de notre décryptage est très claire. Exactement. Il s'agit d'analyser comment cette nation réussit le tour de force d'imposer son talent brut sur les pelouses de la Première Ligue anglaise, tout en construisant une hégémonie écrasante dans les compétitions africaines de jeunes. Ce qui est déjà énorme. Complètement. Mais en plus de ça, comment ils parviennent à exporter littéralement leurs sports traditionnels ancestraux au cœur même des capitales européennes. Bon, on va décortiquer tout ça, et pour démarrer, il faut d'abord poser le regard sur la vitrine internationale la plus exposée au monde, le championnat d'Angleterre de football. La fameuse Première Ligue. Voilà. Les documents nous décrivent la trajectoire fulgurante d'Iliman Ndiaye. En l'espace de 2 saisons seulement, le gars est devenu la pièce maîtresse d'Everton, les fameux Toffees. Ouais, c'est impressionnant. Mais l'élément qui m'a vraiment fait marquer un temps d'arrêt dans ces articles, c'est une prise de parole de Gareth Barry dans le Liverpool Echo. Ah oui, et c'est une parole qui pèse lourd. Gareth Barry, c'est pas un simple observateur, c'est l'ancien capitaine, le recordman absolu du nombre de matchs joués en Première Ligue. C'est une légende là-bas. Exactement. Donc s'il choisit la presse locale pour envoyer un message direct à la direction de son ancien club, c'est qu'il perçoit une vraie urgence stratégique. Et son message prend la forme d'un avertissement super clair. Barry explique que le profil de Ndiaye est, selon ses propres mots, rare. Et que fatalement, ça attire les regards de l'Europe entière. Pour imager la situation d'Everton, on pourrait dire qu'ils sont les heureux propriétaires d'une voiture de sport de collection rarissime, genre un modèle unique au monde. Je vois très bien l'image. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le garage sécurisé de luxe pour la protéger. Ce garage, dans le football moderne, c'est la Ligue des Champions. Ouais, c'est le seul moyen de garder tes bijoux. C'est ça. Et sans cette vitrine, tous les riches collectionneurs du quartier vont rôder autour avec des valises de billets. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont un seul individu parvient à inverser la dynamique de pouvoir institutionnel. C'est-à-dire ? Historiquement, un club anglais, même de milieu de tableau comme Everton, ça reste un mastodonte financier qui dicte ses règles aux joueurs. Ouais, tu fais ce qu'on te dit ou tu pars. Voilà. Mais face à un talent qualifié de rare, c'est-à-dire un joueur capable d'éliminer, de créer des décalages complètement imprévisibles dans un football qui est devenu ultra tactique et souvent stéréotypé, le club se retrouve en position de faiblesse. Ils sont dépendants de lui, en fait. Exactement. Everton devient vulnérable face à son propre employé. Et pour contrer cette vulnérabilité, Barry conseille quelque chose d'assez inattendu. Il dit pas de lui offrir un contrat astronomique ou des millions en plus. Non, pas du tout. Il dit, je cite, « Si j'étais le club, je ferais tout pour le garder heureux ». Il ajoute même que Ndiaye semble vraiment prendre du plaisir dans son football. C'est assez rare d'entendre ça. C'est presque rafraîchissant. De voir un vétéran ramener le débat sur le terrain émotionnel. Pour faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, c'est exactement la situation où une boîte réalise que son ingénieur principal, c'est le seul à comprendre le code source de leur logiciel star. Ouais, le fameux maillon indispensable. C'est ça. Tu le retiens pas juste avec des primes, tu dois lui offrir un environnement de travail où il se sent indispensable et surtout épanoui. Et la comparaison, elle est d'autant plus pertinente que dans le football actuel, hyper capitaliste, le bonheur, c'est une donnée vachement sous-estimée. C'est relégué au second plan. Totalement. Barry sait très bien que les mastodontes européens comme le Real Madrid ou Manchester City, ils peuvent offrir des salaires mirobolants et du prestige. Bien sûr. Mais en contrepartie, ils offrent aussi une pression broyeuse, une concurrence où le joueur, au final, n'est qu'un numéro parmi d'autres. L'avertissement de Barry souligne que le seul véritable levier d'Everton pour conserver ce talent sénégalais, c'est de sanctuariser ce statut d'idole heureuse. Ouais, il faut le chouchouter. Mais bon, on pourrait se dire, en regardant le succès de Ndiaye, que c'est une anomalie statistique. Le fameux coup de chance génétique, un talent tombé du ciel. Sauf que c'est pas le cas. Et non.
Nos sources du 17 avril nous prouvent l'exact inverse. L'arbre Iliman Ndiaye, il est enraciné dans une forêt qui est extrêmement dense. Les actualités locales rapportent le sacre historique du Sénégal au championnat africain de football scolaire U15. On parle ici de gamins de moins de 15 ans. Des enfants, littéralement. Ouais. Des joueurs comme Prosper Préra et Baraguier raflent même les récompenses individuelles du tournoi. Et en parallèle, sur le sol national, la Coupe du Sénégal affiche un dernier carré totalement inédit avec la présence de clubs formateurs comme Djambars et le Casa Sport. Ça, c'est un vrai signal. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on relie ça à la situation globale, on comprend vite que la production de talent, elle n'a plus rien d'artisanal. Gagner un championnat continental scolaire, ça demande une logistique qui dépasse très largement la simple détection de bons joueurs qui tapent le ballon dans la rue. Ouais, c'est pas juste repérer un bon dribbleur. Pas du tout. Il faut une maîtrise nutritionnelle, un suivi scolaire rigoureux, une discipline tactique inculquée à un âge où le corps et l'esprit sont en pleine mutation. C'est une vraie machine. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai souvent l'impression, quand on observe le football africain de l'extérieur, qu'on attribue un peu tout le mérite du développement final aux clubs européens. Ah, ça, c'est un grand classique. On se dit toujours, d'accord, l'Afrique a le talent brut, mais c'est l'Europe qui le façonne, qui le polit. Mais voir des institutions locales comme Djambars atteindre les demi-finales de la Coupe nationale face aux équipes professionnelles classiques, bah ça casse un peu ce mythe, hein. Ah, ça, le pulvérisme même. Des structures comme Djambars, elles fonctionnent un peu sur le modèle des incubateurs technologiques de la Silicon Valley. Ah ouais? Ouais, mais appliqué au potentiel humain. L'idée, c'est vraiment de minimiser le risque d'échec. Plutôt que d'envoyer un gamin de 13 ans se perdre dans un centre de formation en France ou en Belgique, écologique, que ça implique, on le garde dans son écosystème, on contrôle son développement avec des standards internationaux, mais sur le sol sénégalais. Donc le produit fini, si on peut dire ça comme ça, il est beaucoup plus mature lorsqu'il est prêt à s'exporter. La chaîne de montage, elle est locale. C'est le terme. Et l'efficacité de cette chaîne de montage, on la lit directement dans les résultats des U15. Dominer l'Afrique à cet âge-là, ça garantit un réservoir quasiment inépuisable pour l'équipe nationale A dans les 10 années à venir. C'est visionnaire. Ouais, la relève n'est pas espérée ou laissée au hasard, elle est programmée de manière quasi industrielle. Sauf que, et c'est là où notre exploration de cette journée du 17 avril 2026 révèle un angle mort assez dingue, si on s'arrête juste au football, on rate la moitié de l'histoire. Complètement. Cette mécanique de l'excellence, elle s'applique à un spectre multisportif vraiment impressionnant. Prenons par exemple les informations concernant le basketball. Ouais. On y lit que Jean-Jacques Boissy a été le grand architecte d'une victoire écrasante d'Al Ahly Benghazi en Libye. Un score sans appel, 93-57 lors des playoffs contre Al Nassr. Une vraie démonstration. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui pousse un talent sénégalais de ce calibre à s'illustrer dans un championnat nord-africain plutôt qu'en Europe ou, je sais pas, en NBA? C'est une excellente question. En fait, le basket ici, ça illustre la création d'une véritable économie sportive intracontinentale. Ah, d'accord. Historiquement, l'exportation des athlètes africains, ça suivait toujours un axe sud-nord, vers l'Europe, vers l'Amérique. Toujours, ouais. Mais aujourd'hui, les ligues de pays comme la Libye, l'Égypte ou le Rwanda, elles injectent des capitaux massifs pour élever leur propre niveau de compétition. Attirer un meneur de jeu ou un arrière décisif comme Boissy, c'est la preuve que le talent sénégalais n'est plus seulement une matière première pour l'Occident. C'est un marché interne qui se développe. Exactement. C'est devenu un produit de luxe qui alimente et valorise les championnats du continent africain lui-même. Et cet éclectisme dont on parle, il s'arrête pas au sport de balle. La même compilation d'articles célèbre, attention, le nouveau champion du Sénégal d'échecs, Thomas Baudin-Hulling. C'est le grand écart, là. Ah, totalement. On passe littéralement de l'explosivité physique incroyable d'un parquet de basket à la guerre psychologique et silencieuse d'un échiquier. C'est fascinant, la diversité des profils. Mais bon, soyons clairs, la nouvelle qui m'a